Merci. La parole est à Monsieur Jacques Krabal. Merci. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Messieurs les présidents de commission des affaires économiques, développement durable, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues, nous examinons ce projet de loi dans un contexte préoccupant pour de nombreux exploitants agricoles et salariés agricoles, que ce soit en termes de production, de surface cultivée, de nombre d'agriculteurs, de salariés et d'exploitation, tous les chiffres démontrent un déclin inquiétant. L'agriculture et l'agroalimentaire sont des atouts pour la France, mais les transformations de nos sociétés liées aux échanges internationaux depuis les 20 dernières années démontrent que les emplois dans ces secteurs sont aussi, hélas, délocalisables. Il ne faut pas se cacher. L'effritement continu du secteur agricole français au cours des 10 dernières années, la France a perdu 26% de ses exploitations. Ce projet de loi doit être l'occasion de soutenir ceux qui subissent de plein fouet la concurrence déloyale des producteurs étrangers, comme dans le secteur des fruits et légumes, de l'élevage et du lait. Pour prendre un exemple que je connais bien, je peux vous témoigner de la souffrance des agriculteurs du sud de l'Aisne particulièrement et de la Thiérache. Les conséquences économiques et sociales de la crise agricole actuelle sont terribles pour l'emploi, pour l'aménagement, la revitalisation des territoires ruraux, pour l'autonomie et pour la sécurité alimentaire, pour notre balance commerciale et pour l'image de notre pays dans le monde. Dans le sud de l'Aisne, les évolutions qu'engendrera la nouvelle PAC entraînera des pertes financières importantes pour les exploitations de céréales. Avec les nouvelles règles de répartition, le département de l'Aisne perdra au total plus de 50 millions d'euros d'aide, alors qu'il est déjà largement défavorisé dans certaines zones où des sols peu fertiles ne sont compensés par rien. Permettez-moi de vous dire que nous avons la douloureuse impression que ça puisse être la double peine. Il ne s'agit pas de remettre en cause les orientations globales de la nouvelle PAC, mais de réfléchir à une réorientation indispensable vers l'élevage. Mais nous devons absolument veiller à calculer de façon plus équitable les règles de répartition pour les zones qui connaissent déjà des handicaps naturels liés à la nature du sol. Il est évidemment primordial, comme l'a rappelé tout à l'heure mon collègue Joël Giraud, de préserver les zones à handicap naturel comme les zones de montagne, en leur faisant bénéficier des mesures compensatoires pour surmonter leurs difficultés géographiques. Mais il est aussi primordial de ne pas fragiliser les zones intermédiaires rurales qui connaissent des difficultés pédologiques et géologiques dont l'économie est dominée par l'agriculture et l'agroalimentaire. Et si aujourd'hui certaines filières se portent mieux que d'autres, ce qui justifie une nouvelle répartition des aides, évitons l'écueil consistant à opposer les filières entre elles, en particulier lorsqu'elles sont présentes sur le même territoire. Par exemple, l'avenir de l'élevage bovin revêt un caractère stratégique pour le sud de l'Aisne et nos éleveurs sont confrontés à de nombreuses difficultés. Leurs revenus, surtout ceux de l'élevage allaitant, sont parmi les plus bas du secteur agricole. Quant au cheptel laitier, il est en incessante diminution. D'autres difficultés tiennent à la nécessité d'adapter les bâtiments d'élevage, ce qui entraîne de nouveaux investissements, mais aussi à l'alimentation animale qui se heurte à une insuffisante production française de protéagineux qui doivent être importés. Je reste convaincu que pour éviter la déprise de l'élevage, voire sa disparition dans les zones comme celle du sud de l'Aisne, il est absolument indispensable que les handicaps naturels liés à la nature du sol soient reconnus et compensés. Dans ce type de zone, où beaucoup de terres sont mal adaptées à la mécanisation des cultures, peu fertiles, pentues, humides, caillouteuses, et avec une végétation que seuls les ruminants peuvent digérer,
Des formes de compensation liées à ce handicap naturel doivent pouvoir être imaginées au même titre que pour les zones de montagne. C'est la seule méthode à suivre pour redonner de l'espoir à nos paysans qui en ont aujourd'hui bien besoin. Ce projet de loi d'avenir agricole se fixe pour objectif de redonner des perspectives aux agriculteurs et de leur donner des raisons d'être fiers de la qualité de la production française. Oui, l'agriculture est un secteur stratégique pour notre pays. Il serait suicidaire de ne pas le soutenir de toutes nos forces. Le premier titre du projet de loi nous invite à concilier performance économique et environnementale des filières agricoles et agroalimentaires. Nous sommes tous, ou presque ici, favorables à une agriculture durable, visant un équilibre raisonnable entre performance économique, sociale et environnementale. Mais cette approche ne doit pas se faire au détriment de la rentabilité économique de base et de la dynamique d'emplois générés actuellement par le secteur agricole et agroalimentaire. Surtout, ces réflexions ne doivent pas faire oublier que l'agriculture doit maintenir les principes d'une activité durable, c'est-à-dire qui procure un revenu décent pour faire vivre les agriculteurs sans les soumettre à des contraintes excessives. À ce propos, je tiens à saluer le fait que le texte proposé soit davantage axé sur l'encouragement et l'incitation et non plus uniquement sur la contrainte. Cette direction est soutenue de manière très forte par le groupe de RDP. Le projet de loi contient globalement de bonnes mesures, des mesures attendues depuis longtemps par le monde agricole. L'outil du GI2E répond à des besoins identifiés. La mobilisation des moyens de l'État pour renforcer la compétitivité des filières, grâce à une contractualisation adaptée et à la rénovation du contrôle des structures, s'inscrira dans un schéma régional et favorisera l'emploi et l'investissement. Nous devons aussi veiller à ce que le projet de loi respecte les structures existantes qui ont fait leurs preuves. Je pense à nos coopératives. De nombreux amendements sur tous les rangs de notre hémicycle ont été déposés visant à la suppression des alinéas 11 et 12 de l'article 6. Je les soutiendrai, car dans ma circonscription, les coopératives agricoles sont nombreuses et elles sont un modèle qui fonctionne bien. Et je ne peux m'empêcher de penser à la Cobama près de Château-Thierry, où nous vous invitons, Monsieur le Ministre. Donc ne confondons pas tout. Autre mesure qui mérite d'être saluée, c'est bien sûr l'encadrement du recours aux engrais et aux produits phytosanitaires. À l'heure où les problèmes liés à la santé publique ne cessent de défrayer la chronique, l'encadrement et la réglementation des engrais et des produits phytosanitaires sont indispensables, car l'agriculture, c'est aussi la vie. Et je crois pouvoir dire qu'en ce sens, le vignoble champenois a montré également dans ce domaine l'exemple, depuis longtemps, en diminuant l'utilisation de ces produits d'une façon considérable. En suivant cet exemple, nous devons faire évoluer nos filières agricoles vers des filières d'excellence économique et environnementale. Cet engagement vers une agriculture durable est une préoccupation assez récente de notre société, mais elle existe depuis longtemps chez l'immense majorité de nos paysans. Des efforts considérables ont été faits et des mauvaises pratiques ont globalement disparu. Dans l'élevage, les fruits et légumes, les grandes cultures, le maraîchage ou la viticulture, nos agriculteurs sont résolument engagés vers des démarches plus respectueuses de l'environnement. Mais l'ensemble de cette transformation de notre mode de production ne pourra pas se réaliser pleinement sans un minimum de bon sens. C'est à l'échelle de l'Union européenne que la réglementation doit être déterminée et s'appliquer. Ne désespérons pas nos agriculteurs sans solution face aux maladies orphelines, impuissants pour soigner leur culture, constatant jour après jour la maladie détruire leur récolte. Et n'oublions pas que nous mangeons tous les jours des produits agricoles de nos voisins belges, italiens, espagnols ou allemands qui ont utilisé ces mêmes engrais et produits phytopharmaceutiques interdits dans notre pays. Sachons rester raisonnables. Et nous devons aussi préserver nos paysages agricoles et para-agricoles en maintenant l'économie et l'emploi qui en découlent. Oui, le sol, le foncier, la terre, voilà l'outil de travail de référence des agriculteurs. Dans ce sens, le renforcement des SAFER constitue un pas dans la bonne direction également. Mais le projet de loi sur ce sujet reste perfectible en l'état actuel du texte. Les SAFER n'auront pas les moyens de remplir pleinement leur mission de régulateur du foncier agricole.
Ainsi, le groupe de RDP a déposé de nombreux amendements dans ce sens. La majorité d'entre eux est passée à la trappe à cause de ces malheureuses interprétations restrictives de l'article 40 de notre Constitution. Mais certains sont passés au travers des gouttes. Ils seront défendus avec énergie et je tiens, mes chers collègues, à souhaiter leur adoption pour mettre fin aux dérives liées au contournement du droit de préemption. Les terres dédiées à l'agriculture en France sont en chute libre. Vous le savez tous, on estime que dans notre pays, ces dernières années, environ 90 000 hectares de terres agricoles par an disparaissent au profit des sols dédiés à l'industrie, au transport, à l'habitat, aux aménagements urbains et commerciaux. Au final, la France perd tous les 7 ans l'équivalent d'un département. Alors, pour que la morale de Jean de La Fontaine dans la fable Le laboureur et ses enfants, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins, soit toujours d'actualité, nous devons nous mobiliser pour favoriser le maintien de nos surfaces agricoles au risque de perdre l'une de nos richesses les plus précieuses. Enfin, comment parler d'avenir, de la performance économique et environnementale de notre agriculture sans évoquer l'enseignement? L'article 27 procède de la création de l'Institut agronomique et vétérinaire de France, établissement visant à coordonner les stratégies et projets de formation et de recherche des établissements français d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines agricoles et vétérinaires. Nous formons le vœu que cet établissement soit efficace et fécond pour unifier nos ressources pédagogiques et proposer des enseignements et des formations innovantes pour moderniser notre agriculture. Aujourd'hui, l'enseignement agricole souffre parfois d'un manque préjudiciable de personnel pour assurer une formation de qualité à nos futurs agriculteurs. Il ne serait pas inutile que cette création de l'IAVF puisse servir à détecter et pallier ces besoins en emploi dans l'ensemble des établissements agricoles. Permettez-moi d'exprimer un regret au sujet du titre premier de ce projet de loi. Malgré un intitulé ambitieux, il n'est pas allé assez loin dans la perspective du développement des filières d'écomatériaux et de la chimie végétale. Nous entendons aussi les critiques de plusieurs acteurs majeurs du secteur sur le manque de mesures et de moyens visant à renforcer durablement la compétitivité. Afin de se maintenir sur le territoire des zones intermédiaires, certaines exploitations n'auront pas d'autre choix que d'envisager la reconversion de leur activité. Nous devons répondre aux demandes des agriculteurs qui veulent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents européens. En France, la lourdeur des contraintes administratives, sanitaires et environnementales est parfois exaspérante pour nos agriculteurs, en particulier lorsqu'ils constatent que leurs concurrents ne les subissent pas. Nous ne prétendons pas qu'il faille revenir sur l'ouverture des frontières où nous ne trouverons pas de solution réaliste en les fermant. Mais les règles des échanges internationaux doivent être équitables. Il n'est pas question de continuer à être les naïfs qui subissent les conséquences d'un commerce déloyal. Le commerce agricole et le commerce de manière générale ne seront équitables et durables à long terme pour tous que dans la mesure où nous parviendrons à établir des règles de réciprocité. Et c'est, comme l'a rappelé ma collègue Jeanine Dubié tout à l'heure, nous subissons un coût du travail 2 à 3 fois plus élevé qu'en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Cette distorsion de concurrence n'est pas tenable pour toutes les productions intensives en main-d'œuvre, pour qui le coût de la main-d'œuvre représente 60% du coût total de production. Nous devons trouver des réponses audacieuses pour faire face. Ce n'est pas simple. Et vos prédécesseurs n'ont pas réussi malgré de nombreuses tentatives. Mais ne nous décourageons pas, des pans entiers de notre agriculture en dépendent. Enfin, nous pouvons par ailleurs regretter que ce projet de loi ne traduise pas pleinement le choc des simplifications nécessaires et une agriculture suradministrée. Monsieur le ministre, si nous sommes pour l'instant globalement satisfaits au niveau du groupe de RDP pour les bonnes mesures contenues dans votre texte, il reste à notre avis largement perfectible et nous comptons sur le travail parlementaire pour l'améliorer et combler les lacunes. Pour conclure, Monsieur le ministre, je vous sais à l'écoute des acteurs et j'attends avec les syndicats des agriculteurs du Sud de l'Aisne de venir rencontrer pour faire part directement des problématiques spécifiques à notre territoire. L'espoir que nous devons formuler ensemble, c'est que ce projet de loi, même s'il ne réglera pas tous les problèmes, puisse redonner confiance aux agriculteurs et, comme la fable de Jean de La Fontaine dans Le laboureur et ses enfants, qu'ils puissent démontrer que le travail de la terre demeure toujours un trésor pour nos agriculteurs. Merci.